Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on est très heureux de vous recevoir ici, dans cette superbe salle, pour tenir cette séance de formation médicale consacrée à l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous une pléiade de compétences hospitalo-universitaires d'Alger, à commencer par le professeur qui n'est plus à faire connaître, professeur Chiban, Hassan Chiban, et son assistante, professeur Charifi, notre secrétaire général à la CMPC, qui est très actif, Masha'Allah Rabbidou Ma'alih, le professeur Aït Mukhtar et le professeur Baous. Et dans la salle, il y a le professeur Nedjar. J'espère que c'est une opportunité, une aubaine pour nous, donc d'avoir cette crème scientifique parmi nous. Et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette salle. Et sans plus tarder, je demande au professeur Chiban pour commencer la communication Tao. À tout seigneur, tonton. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Je remercie vivement mes amis de l'association du corps médical privé de Chelef de m'avoir invité après une longue absence. Ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous. Et je suis ravi de participer à cette journée où il y a d'éminents collègues qui animent ce colloque. Donc, on m'a demandé de vous présenter la prise en charge thérapeutique de l'hypertension artérielle, que je ferai donc à la lumière des dernières recommandations de l'ESC-EHH de 2018. Donc, c'est des recommandations, ce sont les dernières recommandations européennes qui ont été issues en 2018. Pour commencer la prise en charge du patient hypertendu, il y a deux préalables. Donc on ne peut pas traiter un patient sans confirmer le diagnostic. Et vous savez très bien actuellement que ce diagnostic passe obligatoirement par la confirmation des chiffres tensionnels en ambulatoire, c'est-à-dire à domicile, que ce soit par une MAPA ou par une automesure à domicile. Et deuxièmement, un autre préalable, c'est d'évaluer le risque cardiovasculaire chez ce patient avant de décider de la prise en charge thérapeutique, notamment pharmacologique. Dans tous les cas, donc, une consultation d'annonce de la maladie doit être faite au cabinet de consultation et, bien sûr, profiter à la même occasion donc, pour expliquer les mesures hygiéno-diététiques. Qu'est-ce que c'est que la consultation d'annonce de la maladie? Donc, c'est un concept qui a été introduit il y a une dizaine d'années par la Société française d'hypertensiologie, que je trouve très intéressant parce qu'il fait partie d'initiation à l'éducation thérapeutique du patient hypertendu, qui commence par informer le patient sur sa maladie, sur les conséquences de l'hypertension artérielle, la réversibilité du risque attribuable à cette hypertension, donc l'intérêt du traitement, les moyens médicamenteux dont on dispose, ainsi que les objectifs qu'on doit obtenir avec cette prise en charge. Les mesures hygiéno-diététiques qui sont donc actuellement souvent négligées par le médecin traitant, parce qu'on fait confiance beaucoup plus aux nouvelles médicaments et aux nouvelles drogues parce qu'elles sont puissantes. Donc on a tendance à oublier alors que toutes les recommandations insistent sur l'intérêt des mesures hygiéno-diététiques chez la personne hypertendue, parce que ces mesures hygiéno-diététiques, ce sont des mesures qui ne concernent pas que l'hypertension artérielle, ça concerne l'ensemble du risque cardiométabolique, que ce soit le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie ou l'hypertension artérielle. Donc, en ce qui concerne l'hypertension artérielle, la principale recommandation, c'est de réduire la consommation excessive de sel. Interrompre une intoxication tabagique, pratiquer une activité physique régulière, réduire le poids en cas de surcharge pondérale, privilégier la consommation des fruits et légumes et réduire une consommation excessive d'alcool si elle existe.
Pour que les recommandations de l'OMS, les dernières en 2013, ça reste donc à 5 grammes de sel à consommer par jour. Donc, l'idéal pour toute la population est de consommer moins de 5 grammes de sel et l'idéal de réduire encore plus chez le sujet hypertendu ce taux de sel consommé. Et vous voyez dans cette présentation, dans cette slide, que l'Algérie figure parmi les pays où la consommation du sel est très importante. Elle est autour de 11 à 12 grammes par jour. Donc on appartient à des pays qui consomment beaucoup de sel par rapport au reste du monde. Et comment? Parce que quand on sait qu'une seule baguette contient déjà 4 grammes de sel. Donc il n'y a pas un Algérien qui ne consomme pas une baguette et demie. Vous avez donc 6 grammes de sel rien qu'après avoir consommé du pain. C'est pour cela que traditionnellement, les anciens généralistes le savent, les anciens praticiens le savent, et la première des choses, c'est de recommander du pain sans sel. Parce que on élimine déjà 6 grammes d'emblée. Donc la principale recommandation en matière de sel, c'est de demander aux patients l'ancienne recommandation qui est connue depuis 30 ans ou 40 ans ou plus, que les médecins ont l'habitude de demander aux patients, c'est de respecter une consommation de pain sans sel. Alors, pour l'évaluation du risque cardiovasculaire, donc c'est une recommandation de classe 1, si vous voulez. Donc, elle est demandée aux praticiens d'évaluer le risque cardiovasculaire avant de commencer le traitement chez ces patients. Donc l'évaluation se fait par le score qu'on connaît le plus proche de chez nous, si vous voulez, c'est le score européen, score qui s'appelle également score, donc qui est facile, qui est simple et qui est, retenez bien, qu'il est bien sûr applicable à une population de plus de 40 ans. Donc c'est une population plus de 40 ans non diabétique, parce que les diabétiques déjà font partie soit du haut grade de haut risque, du très haut risque, ou du risque élevé. Donc ils sont pratiquement rapidement classés, fonction bien sûr de l'association d'autres atteintes, soit une atteinte cardiovasculaire, soit une atteinte infraclinique, une sténose carotidienne supérieure à 50%, une atteinte rénale, donc une diminution de la fonction rénale. Donc il y a toute une classification au très haut risque, et donc pour toutes les classes, vous avez toujours le score calculé qui peut être classé. Donc un score calculé supérieur ou égal à 10%, donc il le classe au très haut risque. Un score entre 5 et 10, il est à risque élevé. Pour le reste, ça sera modéré ou à risque faible. Mais l'association ou la présence d'une atteinte des organes cibles déjà classe d'emblée les patients à très haut risque ou à risque élevé dans cette évaluation. Donc un autre travail qui a été assez récent, donc des dernières recommandations, c'est, si vous voulez, adapter plutôt ce risque calculé à la population nord-africaine, mais c'était fait pour les gens qui résident dans un environnement autre, dans un environnement européen. Donc pour cela, donc on doit multiplier par 0,9 le score. Vous avez déjà un score à 10 calculé au niveau du système score, donc ça sera 9. Multiplié par 0,9, 10, ça sera 9. Mais c'était appliqué pour les patients ou les résidents, les Africains, enfin les Nord-Africains, qui résident en Europe. Donc en Algérie, on ne sait pas ce qu'on peut, mais c'est très proche du 1, donc il vaut mieux, dans la pratique, il vaut mieux garder la notion du score lui-même. Une autre proposition qui a été faite par l'Association européenne de cardiologie et d'hypertension, qui prend en considération également les autres facteurs de risque pour la classification du risque cardiovasculaire, mais c'est juste remarquer que même pour une tension artérielle qui ne définit pas l'hypertension artérielle, entre 130 et 139 et 85 à 89, vous pouvez avoir des malades qui sont classés à très haut risque, même avec une tension artérielle considérée normale. C'est pour cela peut-être que les Américains ont introduit cette marge, si vous voulez, de pression artérielle dans l'hypertension, et ont défini l'hypertension artérielle aux États-Unis à partir de 130 pour la systolique et de 80 pour la diastolique. Alors pour le traitement,
Donc tout médecin doit donc savoir à quel seuil il doit intervenir, quelle est la stratégie thérapeutique à adopter et quels sont les objectifs tensionnels qu'on doit avoir et quels sont, si vous voulez, les risques de l'observance thérapeutique, les risques d'observer ou de ne pas observer le traitement chez ce patient. Donc, quel est le seuil d'intervention, quel objectif atteindre et quel traitement choisir sur le plan efficacité, indication spécifique, contre-indication ou selon les effets secondaires constatés chez le patient. Pour le seuil d'intervention, donc en résumé de cette plaque, tous les sujets qui sont âgés de moins de 80 ans, on doit intervenir à partir de 140 pour la systolique et 90 pour la diastolique, qu'ils soient diabétiques, avec atteinte rénale, avec atteinte cardiaque ou atteinte cérébrale. Dans tous les cas, c'est à partir de la définition des chiffres qui définissent l'hypertension artérielle qu'on doit intervenir pour la prise en charge thérapeutique. Pour les sujets qui sont plus âgés, plus de 80 ans, c'est à partir de 160 mm mercure pour la systolique et 90 mm pour la diastolique qu'on doit intervenir. Donc on doit respecter, si vous voulez, 20 mm de mercure, vu l'âge, vu la rigidité artérielle qui participe à cette augmentation de la pression artérielle et vu que le risque cardiovasculaire, en quelque sorte, il est moins important, si vous voulez, par rapport à la population qui est âgée de moins de 80 ans. Et je pense que c'est valable même pour le diabète, parce que dans certains travaux on dit même, est-ce qu'il y a un intérêt de dépister, pas de traiter, de dépister le diabète à partir de 80 ans, parce que bon, l'espérance de vie n'est pas très mise en jeu. Alors, donc, pour quelle est la conduite fonction du grade de l'hypertension artérielle? Donc, je vous présente cette plaque traduite en français. Pour une pression normale, c'est-à-dire sans qu'il y ait hypertension artérielle, donc on est en normale haute. Donc, dans la classification des pressions normales hautes, il faut toujours, c'est-à-dire même les sujets qui sont normaux, les conseils hygiéno-diététiques doivent faire partie de la pratique courante, si vous voulez, pour tous les patients. Conseil hygiéno-diététique, envisager le traitement, c'est-à-dire même si on n'a pas la définition de l'hypertension artérielle, envisager le traitement pharmacologique chez les patients à très haut risque, parce qu'il y a un bénéfice à gagner, et ça rejoint en quelque sorte, d'une manière indirecte, les recommandations américaines qui traitent à partir de 130 pour la systolique et 85 pour la diastolique. Le grade 1, donc pour la pression normale haute, pas de traitement pharmacologique, sauf si le sujet est à très haut risque. C'est pour cela qu'il y a intérêt à calculer le risque cardiovasculaire, parce qu'il décide de la conduite thérapeutique. Si l'hypertendu, donc il rentre dans la définition de l'hypertension au grade 1, les conseils hygiéno-diététiques sont toujours maintenus. Vous voyez que les recommandations insistent toujours et que le traitement pharmacologique immédiat chez les patients à très haut risque doit être instauré avec maladie rénale ou retentissement viscéral de l'hypertension artérielle. Donc, on a une marge, si vous voulez, si le sujet est jeune, s'il n'a aucune atteinte, s'il n'a pas d'autres facteurs de risque, de commencer par les conseils hygiéno-diététiques et ne traiter d'emblée que les sujets qui sont à très haut risque. Mais à partir du grade 2, traitement pharmacologique immédiat chez tous les patients. Bien sûr, associé aux mesures hygiéno-diététiques. On ne doit pas se permettre d'attendre une réponse aux mesures hygiéno-diététiques. On peut se permettre ça pour les patients qui ne sont pas à haut risque et qui ont une hypertension artérielle de grade 1. Bien sûr, bien entendu, plus on augmente dans le grade de la gravité de l'hypertension artérielle, plus le traitement est instauré le plus tôt possible avec des consultations de plus en plus rapprochées pour avoir un équilibre tensionnel le plus précocement possible, parce qu'il y a le risque, si vous voulez, cardiovasculaire est engagé de façon plus ou moins certaine chez cette catégorie de patients. Alors, une nouvelle notion a été introduite lors de ces dernières recommandations, c'est la notion de seuil de sécurité. C'est quoi? Donc, les nouvelles recommandations préconisent de traiter, bien sûr, médicalement la plupart des patients, comme vous l'avez vu, pour descendre sous la barre, bien sûr, les objectifs, c'est de descendre sous la barre qui définit
l'hypertension artérielle, c'est-à-dire 140 mm pour la systolique. Elle préconise également de viser des objectifs en deçà de 130 pour les patients de moins de 65 ans. Plus le sujet est jeune, si on obtient des chiffres plus bas, c'est mieux pour le pronostic. Mais à quel chiffre plus bas? Est-ce qu'on peut tolérer 10 de tension, 100 mm de mercure de tension? Est-ce qu'on peut tolérer 90 sous traitement? Eh bien, donc, suite au registre Clarify, qui a donc, si vous voulez, résumer l'évolution ou le risque cardiovasculaire fonction des chiffres tensionnels, vous voyez qu'à partir donc moins de 120, que la courbe remonte. Moins de 120 de systolique, la courbe remonte. Moins de 70 pour la diastolique, la courbe également, la courbe de risque et de morbidité cardiovasculaire augmente, comme elle augmente de l'autre côté à partir de 9 pour la diastolique et à partir de 14 pour la systolique. Donc, il faut rester dans une marge de sécurité, c'est ça la notion de sécurité, de seuil de sécurité. Donc, l'idéal est d'obtenir une tension artérielle dans cette fourche entre 120 mm de systolique et 140 mm de systolique. Ceci est faisable pour la systolique. Pour la diastolique, on n'est pas à l'aise pour maintenir une tension artérielle parce que si on vise la systolique, souvent certains patients passent au-dessous de 70 mm pour la diastolique et là, il y a une difficulté, bien entendu, dans la gestion du patient. Donc, ce seuil de sécurité, donc, elle est également répartie en fonction des comorbidités et des différentes atteintes. Mais vous voyez que pour l'ensemble, il ne faut pas descendre à moins de 120. Donc, c'est une recommandation à moins de 120 de la systolique, que ce soit une hypertension isolée, qu'il y ait un diabète associé, sauf pour l'insuffisance rénale. Peut-être que notre collègue va interpréter le pourquoi des choses. On doit garder une tension artérielle entre 130 et 140, un peu plus élevée que le reste de la population, parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Les chiffres tensionnels, quand on baisse, on gagne beaucoup plus sur le risque coronarien et surtout sur le risque cérébral, mais sur le plan rénal, on peut avoir des dommages si on baisse la tension artérielle à moins de 130. Donc il est recommandé de garder cette sécurité, ce seuil de sécurité pour l'insuffisance rénale entre 130 et 140. Nouveauté également pour la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est de commencer par une bithérapie. Et tout le monde a dû remarquer que durant les dernières décennies, que la plupart des patients ne répondent pas à une monothérapie et que ça devient une nécessité. C'est pour cela que la plupart des recommandations actuelles donc, mettent l'accent sur l'intérêt de commencer par une bithérapie. Et je vous présente ici l'avis ou l'explication du professeur Brian Williams, qui est le rédacteur en chef de ces recommandations, et qui disait que les recommandations ont évolué sur la prise en charge thérapeutique initiale de l'hypertension artérielle avec un changement radical. Elle préconise que la plupart des patients reçoivent d'emblée une bithérapie et généralement sous la forme, bien entendu, d'une association fixe qui facilite la prise. Dans les recommandations antérieures, la bithérapie initiale apparaissait plus comme une exception, alors que la monothérapie était de règle dans les anciennes recommandations. La bithérapie, l'objectif ici est d'essayer de normaliser le concept de traiter les patients en routine par 2 médicaments dès le début. Donc ce sont les premières recommandations qui essayent de banaliser cette conduite, le fait de donner une bithérapie d'emblée pour la majorité des patients. Donc nous recommandons, d'après lui, nous recommandons une association fixe quand cela est possible pour tenter d'améliorer l'adhérence au traitement, qui est un facteur majeur de mauvais contrôle tensionnel. Donc, un des facteurs majeurs, ce n'est pas le médecin, mais c'est beaucoup plus le patient, l'adhésion au patient quand il a plusieurs médicaments, notamment s'il a un diabète et qu'il peut recevoir 12 ou 15 comprimés par jour, ce n'est pas facile de retenir ou de continuer à prendre ces médicaments de façon régulière. Si les praticiens adoptent cette recommandation, nous pensons que cela va transformer le contrôle des seuils. Donc, pour eux, pour les gens qui ont émis ces recommandations, le fait d'introduire cette notion de bithérapie d'emblée chez la plupart des patients
améliore, parce qu'on parle, quand on fait des recommandations, ce n'est pas à titre individuel, c'est pour toute la population et pour tous les praticiens. Si tout le monde s'y met, on aura une réponse concernant les seuils, l'objectif qu'on doit atteindre, on aura une réponse si on généralise cette notion. Donc ils ont forcé, si vous voulez, l'esprit pour accepter cette notion qui n'est pas encore bien admise chez la plupart des praticiens, le fait de commencer par une bithérapie. Donc quand on revoit dans l'histoire de la bithérapie, en 2007 déjà, 10 ans auparavant, la bithérapie à faible dose déjà a été recommandée à faible dose en première intention dans les HTA grade 2 à 3, donc dans les formes graves, et on recommandait de commencer par une bithérapie à faible dose. Alors donc en 2018, d'emblée, sans préciser la dose, donc il faut commencer une bithérapie. Vous voyez le changement déjà radical, c'est pour ça qu'il parle de changement radical dans l'esprit de ces recommandations. Et ceci, bien sûr, ça fait une vingtaine d'années que la plupart des travaux montrent qu'une première monothérapie, on n'équilibre que 20% des patients. Si on passe à une meilleure monothérapie, si on change, c'est-à-dire on était sous IEC, on change sous un inhibiteur calcique ou vice-versa, on peut équilibrer la moitié des patients, mais on n'arrive jamais à équilibrer l'ensemble des patients, sauf si on passe à une bithérapie ou à une trithérapie, on peut avoir jusqu'à 86% de bonnes réponses thérapeutiques. Et toutes les publications, si vous voulez, ou tous les travaux, tous les essais cliniques, dans la moyenne, il y a plus de 2 médicaments qui ont été utilisés. Donc, cette évidence-based médecine est basée sur une polythérapie et non pas sur une monothérapie, d'où l'intérêt donc de croire à cette idée ou à ce concept d'introduire une bithérapie d'emblée. Il y a un travail de Weber, qui est un hypertensiologue suisse en 2007, qui essaie d'expliquer pourquoi le fait d'associer plusieurs médicaments donnerait une meilleure réponse, parce qu'il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs qui agissent au niveau de l'organisme, et ça dépend des sujets. Il y a des sujets où la composante sympathique est plus importante, il y a des sujets où la composante de système rénine-angiotensine est plus importante ou prédominante, et il y a d'autres où la rétention hydrosodée ou la quantité de sodium, donc ils sont beaucoup plus sensibles au sel que le reste. C'est pour cela que pour traiter un patient, c'est beaucoup plus c'est des recettes de cuisine. Donc on peut essayer jusqu'à les associations pour tomber sur la meilleure association qui pourrait donner un meilleur résultat chez ces patients. Donc, on dit que dans la bithérapie, on peut arriver à un équilibre tensionnel dans 60% des cas. Et si on passe à la trithérapie, on peut avoir 80% des cas. Le reste des 20%, soit il y a une mauvaise adhésion, soit il y a de l'HTA résistante qui va être traitée plus tard par le professeur Charifi. Quel est l'intérêt de l'association de plusieurs médicaments? Donc, elle est plus efficace. Ça donne moins d'effets secondaires quand on donne une association pas à dose pleine. Il y a moins d'effets également sur le plan métabolique et la réponse est plus rapide et on gagne dans le temps pour avoir une bonne réponse au traitement. Est-ce qu'il reste une indication à la monothérapie dans ces dernières recommandations de l'ESC de 2018? Oui. L'HTA grade 1, si les chiffres sont tensionnels, sont inférieurs à 150 avec un risque cardiovasculaire bas, on peut commencer par une monothérapie. Si le risque cardiovasculaire est élevé avec une pression artérielle normale, c'est-à-dire même s'il n'est pas hypertendu, on peut se permettre une monothérapie et généralement, ça sera un bloqueur du système rénine-angiotensine qui est recommandé. Bien sûr, bien entendu, sur le sujet âgé fragile qui est sujet à des hypotensions, à un risque d'hypotension, de chute et de troubles cognitifs, si vous voulez, il faut toujours essayer de commencer par une monothérapie pour savoir la réponse. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de titrer, comme on le fait pour l'insuline, de titrer un petit peu cette réponse au traitement. Quelle est la stratégie thérapeutique initiale? Dans l'hypertension artérielle non compliquée, il faut associer soit un IEC, soit un ARA2, c'est-à-dire un bloqueur du système rénine-angiotensine, avec un inhibiteur calcique ou bien un diurétique. C'est connu, normalement c'est passé, donc préférentiellement, bien entendu, sous la forme d'une association fixe. Puis en cas d'échec, l'étape suivante serait d'associer un inhibiteur du système rénine-angiotensine à un inhibiteur des canaux calciques.
et un diurétique. C'est-à-dire on doit passer en troisième position un diurétique. Si les objectifs ne sont pas atteints, la spironolactone ou un diurétique plus standard ou un alpha-bloquant ou un bêta-bloquant peut être ajouté. Les bêta-bloquants peuvent être considérés à tous les stades chez les patients dont l'indication est conseillée. Donc je reprends tout ça. Traitement initial, association double, IUC ou ARA2 avec un anticalcique ou bien un diurétique. Envisager une monothérapie, donc ce que je viens de dire pour les sujets donc fragiles, les sujets de plus de 80 ans. Étape 2, association triple, c'est-à-dire un bloqueur toujours. Donc vous voyez que le bloqueur du système rénine-angiotensine est toujours, parce que toutes les études ont montré le bénéfice sur le plan risque cardiovasculaire de ces anti-hypertenseurs. En deuxième étape, c'est d'associer un bloqueur des systèmes rénines associé à un bloqueur de canaux calciques à un diurétique. Donc si on avait un bloqueur du système rénine-angiotensine avec un diurétique, en deuxième étape, on associe un anticalcique, et vice-versa. Si on avait introduit dans un premier temps un inhibiteur calcique, dans un deuxième temps, ça sera le diurétique. Quatrièmement, troisième étape, on parle donc s'il y a deux médicaments à pleine dose, plus un diurétique à pleine dose également, chez un malade qui observe son traitement et que les mesures tensionnelles sont réelles et fiables, on peut parler d'hypertension résistante, d'une HTA résistante, et ça passera donc à un autre stade, on rajoutera un traitement diurétique qui est la spironolactone. Ailleurs, on peut utiliser l'éplérenone, qui n'est pas disponible en Algérie, à raison de 25 mg jour, 25 à 50 mg jour, ou un autre diurétique tel que non. Bon, l'ancien qui est associé au mot diurétique, à l'amyloride, voilà, un amyloride. Parce que la plupart, ce sont des malades qui présentent un hyperaldostéronisme qui répond à ce genre de médicaments. Je termine avec les formes spécifiques, si vous voulez, avec des hypertensions artérielles associées aux comorbidités spécifiques, que ce soit une atteinte coronarienne, une atteinte rénale ou atteinte cardiaque. Donc, s'il y a une hypertension artérielle associée à une atteinte coronarienne. Donc, dans la première étape, toujours un bloqueur du système rénine-angiotensine, associé soit à un bloqueur des canaux calciques, ou bien un diurétique, ou un bêta-bloqueur. Au bêta-bloqueur plus un diurétique. C'est-à-dire les bêta-bloqueurs sont introduits donc en première intention quand il y a insuffisance coronarienne. Donc il y a possibilité, donc dans le schéma standard, ils n'existent pas en première intention, ils n'existent pas en deuxième intention, ils peuvent exister en troisième intention dans l'HTA résistante. Chez les patients hypertendus qui présentent un problème coronarien, le traitement, les bêta-bloqueurs peuvent faire partie de la première prescription. Et bien sûr, donc en deuxième étape, c'est la combinaison de tout. Pour l'hypertension artérielle associée à l'insuffisance cardiaque, vous voyez, vous devinez d'emblée que les diurétiques trouvent leur place, parce que c'est comme même pour les diabétiques actuellement, les nouveaux antidiabétiques qui ont un effet sur la diurèse sont déjà d'emblée indiqués chez les patients qui présentent une hypertension artérielle ou une insuffisance cardiaque. S'il y a un problème du rein, vous voyez que, peut-être que notre ami Aït Mokhtar va en parler, que l'association avec les inhibiteurs calciques donne un meilleur résultat. En cas de présence de troubles de rythme, c'est fréquent. Quel est l'intérêt, si vous voulez? L'hypertendu n'a pas besoin d'une consultation régulière quand il est bien traité. Je vais le reprendre. Mais si vous voyez vos malades,
L'intérêt, ce n'est pas de renouveler l'ordonnance, il faut toujours penser à dépister cette arythmie complète par fibrillation auriculaire ou fibrillation auriculaire qui est souvent fréquente. En pratique, on oublie. Parfois, il est connu, il est bien. Donc, si on fait un ECG, il est normal, mais il peut faire de la FA paroxystique. C'est l'intérêt donc de continuer à ausculter le patient parce que ça reste un moyen déjà de dépister cette fibrillation auriculaire qui est fréquemment associée aux hypertendus. Donc, pour le suivi de l'hypertension artérielle essentielle, le traitement d'HTA essentiel doit être suivi sans interruption durant toute la vie. Il faut bien expliquer aux patients que le traitement est un traitement à vie. Ça fait peur au début, mais il faut le dire et il faut savoir, il faut dire que si la tension artérielle a été normalisée, c'est grâce au traitement que vous êtes en train de prendre. Donc l'intérêt de maintenir ce traitement à vie, peut-être, il y a certaines exceptions où le traitement peut être réduit ou voire même arrêté chez certains. On n'en parle pas parce que ce sont des cas vraiment exceptionnels. Toute modification ou arrêt doivent être le fait de médecins. Donc l'automédication ou l'autotitration de médicaments ne doit pas être autorisée. Le contrôle pour l'hypertension, d'autant plus que le malade contrôle sa tension à domicile, donc il a tendance à réguler les doses fonction de résultats obtenus. Le contrôle pour l'hypertension artérielle modérée doit se faire annuellement, mais chez nous, on est obligé de respecter la reprise des ordonnances tous les 3 mois, donc on est obligé de les recevoir. Plus les HTA, pour les HTA sévères, la périodicité sera dictée par la gravité. C'est-à-dire s'il présente des chiffres à 20, vous pouvez le revoir 3 jours après, une semaine après, jusqu'à obtention de bons chiffres. C'est par la suite qu'on va espacer un petit peu les consultations. Mais dans un premier temps, il faut rapprocher et multiplier les consultations. Et c'est pour cela que sur le plan pratique, un conseil pratique, ne pas délivrer une ordonnance de 3 mois dès la première consultation, parce qu'on ne sait pas s'il sera bien toléré, le traitement sera bien toléré, est-ce qu'il donne, est-ce qu'on est obligé. Donc il vaut mieux toujours une seule boîte. Une fois que le malade tolère bien le traitement, il répond bien au traitement, vous pouvez renouveler. Mais si dès la première, vous allez faire une ordonnance de 3 mois, et il revient dans une semaine pour vous dire que ça fait mal à la tête ou que ça entraîne des flashs ou ça entraîne quelque chose, vous êtes obligé de changer et ça sera 3 mois de médicaments, si vous voulez, qui sont jetés à la poubelle. Un autre point, c'est de savoir passer la main. Acheter un non contrôlé à 6 mois sur 3 antihypertenseurs, il faut demander un avis spécialisé, il faut orienter le patient chez quelqu'un qui fait plus de l'hypertension artérielle. Malheureusement, on ne dispose pas beaucoup dans notre pays, mais je pense que suite aux différentes recommandations de différentes formations médicales continues, que même le médecin généraliste peut, dans un premier temps, essayer de régler le problème de cette HTA résistante, sauf quand ça bloque, il pourra demander avis par la suite. Ça, c'est juste pour vous donner une idée, l'étude ACE qui a été, donc, je pense, en 2011, faite dans les pays de MENA, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et que ça a été fait au niveau de la consultation générale. Et 40%, ils ont constaté que 40% des malades qui consultent en médecine générale sont des hypertendus. C'est pour cela que peut-être votre réflexe, c'est de poser la première question, est-ce que vous êtes hypertendu ou diabétique? Donc ça, c'est les deux problèmes les plus couramment rencontrés dans notre pratique. Donc si on fait donc une petite estimation en fonction de ce qu'un généraliste peut voir, on estime en moyenne qu'un médecin généraliste peut suivre 200 à 250 hypertendus dans sa consultation de façon périodique tous les 3 mois. Donc généralement, on a 200 à 250 patients. Et pour les 6 millions approximatifs d'hypertendus qui existent en Algérie selon les données qu'on a, il nous faut au moins 15 à 20 médecins généralistes qui connaissent bien la prise en charge de l'hypertension artérielle pour assurer un bon équilibre. Donc si on fait des travaux et on dit que les patients hypertendus sont à 25% de bons répondeurs, c'est parce qu'il y a peut-être très probablement une faille dans la formation et dans le suivi de ces patients.
C'est pour cela que dans l'avenir, ce qu'on appelle la médecine digitale ou l'utilisation des technologies actuelles telles que les smartwatches ou les bracelets qui prennent la mesure tensionnelle, peut-être que, comme la Covid a changé un petit peu les esprits, on a assuré pendant longtemps une formation médicale via ce programme digital, peut-être que ça va ouvrir la porte pour même une meilleure prise en charge des maladies chroniques via un programme médical digital. Mais le meilleur moyen, bien sûr, de lutter, pas pour traiter les patients, mais beaucoup plus pour lutter contre la maladie elle-même, c'est les modifications de style de vie pour agir donc sur les différentes facteurs, parce que les mesures de changement de style de vie agit non seulement sur l'hypertension artérielle, il agit sur l'hypertension artérielle, sur l'obésité, sur l'hypercholestérolémie, sur le diabète et les différentes, sur la sédentarité, différents facteurs de risque qui augmentent, qui contribuent donc à l'augmentation énorme qui devient, si vous voulez, une honte actuellement, le fait que la médecine, malgré toute l'évolution, tous les progrès en matière de diagnostic et de thérapeutique, la pandémie de maladies cardiovasculaires ou de maladies cardiométaboliques ne fait qu'augmenter. Donc, elle contrebalance tous les bienfaits et les avantages qu'a obtenu la médecine actuellement. Et je vous remercie. Comme toujours, le professeur Shiban a été excellent, surtout en pratique. Je pense que vous avez bien assimilé ce qu'il a dit.